Et des défaillances d'entreprises, la pire rentrée depuis 16 ans, les défaillances s'envolent. 6800 procédures en septembre, c'est une hausse de 6%. On pensait que ça allait un peu se calmer à un moment, Gilles Mouek, et on voit que c'est pas le cas. Non, c'est une déception parce que sur ce dossier-là, on s'est rassuré pendant très longtemps. On s'est rassuré en se disant c'est en fait une normalisation après la phase du Covid où on a en fait gelé les défaillances, donc rattrapage. On s'est ensuite rassuré en se disant que la montée des défaillances allait s'arrêter parce que dans le même temps, la BCE réduisait ses taux à un rythme finalement assez rapide et qu'on allait réduire du coup la pression sur le service de la dette des entreprises les plus fragiles. La BCE a ramené ses taux à 2%. La croissance française n'est pas catastrophique. On est proche de la stagnation, mais elle n'est pas catastrophique. Le marché du travail tient. Et pourtant, les défaillances continuent à monter. Alors, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, alors, il y a une hypothèse qui est celle de l'existence, en fait, avant la crise du Covid, d'un nombre assez élevé d'entreprises dites zombies. Oui, on rappelle peut-être ce que sont les entreprises zombies. Qui, en fait, sur la base de leurs revenus nets, ne pouvaient de toute manière pas faire face à un service normal de leur dette avec des taux d'intérêt normaux. Et donc, pendant toute la phase de taux d'intérêt zéro, voire négatif, on a fait survivre d'une manière un peu artificielle d'entreprises qui, fondamentalement, n'étaient pas viables. Est-ce que c'est ça ? Deuxième hypothèse, moi je regarde ça aussi beaucoup, c'est le comportement de marge des entreprises, la capacité tout simplement à sortir du cash. Dans la phase qui a juste à la sortie du Covid, on a eu une augmentation très très forte des taux de marge en France. Je rappelle qu'on a eu, la BCE, on faisait ses choux gras à l'époque, on a eu une grande partie de l'inflation européenne et française qui a été tirée par l'augmentation des marges d'entreprise. Et ça s'est terminé, ça s'est renversé à peu près l'année dernière. Les taux de marge ne sont pas à des niveaux abysmaux, mais sur les entreprises les plus fragiles, voilà, on a perdu cette soupape qui, pendant la phase d'inflation assez forte, a permis tout simplement de faire tenir les cash flows et d'augmenter en augmentant les prix. Et ça, c'est une soupape qui ne fonctionne plus. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord. En fait, on a aussi... Enfin, ça a été pas mal dit là par Gilles, mais en fait, on a un effet un peu boomerang du post-Covid, post-crise énergétique, quoi. C'est-à-dire, on a eu des montants, et d'ailleurs, on l'a payé un peu dans la dette, mais des montants injectés assez importants pour soutenir l'économie et la mettre finalement sous cloche, ce qui a plutôt bien fonctionné en réalité, tellement bien fonctionné qu'on n'a jamais eu aussi peu de faillites qu'entre 2020 et 2022. Alors on a socialisé l'économie. Macro qui sont les plus gros quasiment qu'on ait connus depuis l'après-guerre. Donc, normalement, on devait avoir une envolée des faillites. Et là, en fait, l'idée, c'était de préserver le tissu productif. On a voulu tellement le préserver qu'on l'a peut-être trop préservé. Et que du coup, on a peut-être suraidé dans des secteurs où, effectivement, vous avez aidé des entreprises qui n'étaient pas fondamentalement rentables et qu'aujourd'hui, vous soulevez le capot, vous retirez la cloche et en fait, vous voyez qu'il y a des problèmes. Et 3 ans plus tard, ça dure encore. On est encore dans cette dans la phase de rattrapage. Hein. Pour moi, enfin, on a normalisé, hein, c'est-à-dire le nombre de faillites, mais quand vous voyez, en fait, en cumul, on est encore dans une forme de phase de rattrapage. Et à ça s'ajoutent les problématiques qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire... effectivement des taux qui ont baissé, mais quand même il y a eu cette vague de remontée qui brutale. On a cette incertitude qui joue, on a des carnets de commandes qui ont plutôt tendance à se vider, et puis on est passé du quoi qu'il en coûte désormais à comment on redresse les comptes, quoi. Donc la fête est finie, hein, et donc il faut trouver de l'argent, et donc vous avez plus tous ces soutiens un peu exceptionnels qui faisaient que des boîtes un peu qui vivotaient arrivaient un peu à s'en tirer. Et donc moi je crois pas qu'on va réussir à calmer ça. Et puis il y a beaucoup d'hétérogénéité, hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les taux de marge macro sont pas catastrophiques, mais ils commencent à baisser un peu. Mais vous avez beaucoup d'hétérogénéité selon les secteurs, selon les tailles d'entreprise. En fait, voilà, dans les derniers chiffres. Et vous avez encore des PGE. Un peu toutes les tailles d'entreprise, y compris des entreprises de plus de 100 salariés. Hein. Donc c'est une sorte de diffusion un peu inquiétante. Je vois plusieurs explications. Il ne faut pas quand même aussi oublier qu'on est en pleine guerre commerciale depuis quelques mois. Ça doit pas aider les entreprises exportatrices. Il y a une hypothèse également qui circule, mais je pense que c'est au niveau des hypothèses, c'est que la BCE en fait réduirait son bilan plus rapidement que la Fed. Donc on estime, alors ça c'est vraiment à creuser, c'est que par rapport au pic du quantitative easing, on est à moins 30% en Europe, on n'est qu'à moins 20%, donc ça toucherait toute l'économie européenne. Mais si on rajoute un dernier point qui est moi ma théorie personnelle, on a en fait, comme vous disiez socialiser l'économie française, mais
plus généralement, l'économie française est en grande partie socialisée. Aujourd'hui, quand on demande des aides à l'innovation, on va voir France 2030. Quand on est une start-up, dans 30% des cas, le financement vient directement ou indirectement de la BPI. Et donc, quand aujourd'hui l'État a des problèmes budgétaires et commence à serrer les boulons, et ben en fait, il n'y a pas d'alternative. Donc en fait, aujourd'hui, on paye le fait que on a quand même très massivement verticalisé et socialisé l'économie française, et je pense qu'aujourd'hui, ça la rend beaucoup moins résiliente par rapport à d'autres. Ah oui, quand il n'y a plus de sous dans les caisses, effectivement, ça devient compliqué de maintenir tout le monde à flot. Ces problèmes de défaillance, on les voit ailleurs en Europe? Oui, certainement, en Belgique notamment, mais dans plusieurs pays aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les aides, on les a tout doucement supprimées, donc il y a des entreprises zombies. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression quand même que dans nos pays, dont la France, là, le phénomène est encore plus grave. Mais je voulais juste dire une chose, ce qui est quand même très étonnant, comme on l'a rappelé et comme vous l'avez rappelé, effectivement, on a beaucoup aidé en France, il fallait certainement aider, on a peut-être aidé trop loin, mais on pourrait dire, tiens, ça a créé une croissance de PIB puisqu'il y a eu de la dépense, et après, c'est un pays qui va aller beaucoup mieux et qui va pouvoir prendre des réformes. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'effectivement, on a dépensé beaucoup plus, mais la trajectoire des déficits continue à être beaucoup plus inquiétante ici, et l'accumulation de dette aussi, ce qui veut donc dire que les deux faisant, puisque la somme des déficits font dans la dette, c'est que maintenant, quand on a un problème, on ne sait plus le régler budgétairement, on est obligé de l'envoyer dans la dette publique. Et si je prends par exemple un sujet qui est important aujourd'hui, mais c'est un peu pour expliquer ce que je veux dire derrière, c'est qu'on finance tout par dette, même quand ça devient très important, comme par exemple se réarmer. Mais ça veut dire que quand on dit à la population, et ça ne gêne personne, le char coûte 1000. En fait, il ne coûte pas 1000. Vous savez, comme moi, vous écoutez toujours la radio. C'est une obligation d'ailleurs qui vient des autorités publiques, c'est de dire qu'emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Comme on sait que les 1000... Si on s'endette aujourd'hui probablement à 20 ans, et je ne suis même pas sûr que ça suffira, le char, il ne coûte pas 1000 en fait, il coûte 1000 plus tous les intérêts qu'on va payer. Oui. Donc c'est un char qui coûte 3000. Et il a l'air, au niveau de la population, que c'est la bonne solution, parce que si on lui demandait même un effort qui ne doit pas être total, mais pour payer une partie du char, il verrait tout de suite ce que ça fait. Et donc on a tendance, pour des réformes de société, par le fait qu'on a un déficit important, à tout renvoyer sur la dette, puisque forcément le déficit important vient accroître la dette. Et donc les taux d'intérêt montant et le prix de ce qu'on y met coûtant de plus en plus cher, et on peut prendre des exemples de la transition écologique, je trouve qu'aujourd'hui on vit au-dessus de ses moyens et on repousse tout sur les générations futures, à qui je dis notamment mes étudiants, ne rêvez pas, il faudra travailler plus longtemps. Je leur dis, il y a certaines spécificité française qu'à mon avis, je crois qu'à un moment donné, on devra peut-être, comme la RTT, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les 35 heures et ainsi de suite, se poser des questions aussi. Et vous avez vu que même au niveau des jeunes, ils me disent, oui, mais vous n'avez rien compris, vous les plus âgés, nous on veut d'abord profiter avant de travailler. On veut vivre en première classe sans payer le coût du ticket, si je vous comprends bien. Je me dis, on risque encore de s'endetter un certain temps avant qu'on ne prenne les mesures, mais la taille du gâteau à rembourser sera d'autant plus importante, et toute dépense essentielle, si on la finance par dette, coûte le montant, plus, et quand c'est un investissement, si on peut penser au niveau militaire, plus les intérêts dessus. On devrait le dire à la société plus souvent, parce que ça les sensibiliserait au moins au fait que ça n'a l'air de rien coûter maintenant, mais en fait ça coûte beaucoup plus cher que si on pouvait le payer tout de suite. C'est aussi une question de rationalité économique. Que nous apprend Philippe Aghion dans cette situation? Philippe Aghion qui a reçu hier le prix Nobel d'économie, 10 ans qu'il